Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le point sur mes lectures de juin et il y en a 8 au total, donc on va démarrer assez rapidement. Je voudrais juste vous poser une petite question avant. Je voudrais savoir quelle était votre lecture préférée de ce mois-ci. Et sur ce, on peut commencer directement avec une première lecture dont je voudrais vous parler. Il s'agit du tome 3 de l'Assassin Royal qui clôture la première époque et donc le premier cycle du royaume des anciens de Robin Hobb. Je pense que vous connaissez un petit peu tous cette histoire, mais au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une trilogie parce que oui, en VO c'est bien une trilogie, mais en France ça a été découpé en plein de tomes. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre Fitz qui à 6 ans se retrouve aux portes du château de Castelserre parce que son grand-père et sa mère veulent se débarrasser de lui. Il l'amène au château tout simplement parce que c'est le bâtard de chevalerie, le prince servant qui se trouve du coup à Castelserre, et on va suivre un petit peu toutes les aventures de Fitz chevalerie au cours de sa vie, au cours d'une bonne partie de sa vie en tout cas. On va le voir grandir, mûrir, être naïf, bref, on va le voir passer par plein d'étapes différentes. Je sais que c'est un personnage qui plaît pas forcément toujours, mais personnellement moi j'ai adoré suivre ses aventures, j'ai adoré ce personnage. Certes parfois il tape un petit peu sur le système, mais c'est aussi ce qui fait son charme dans ce livre je trouve. Donc vraiment j'ai adoré suivre ses aventures et j'ai aussi adoré tous les autres personnages qu'on a pu rencontrer dans ce livre. Même les méchants, clairement j'ai adoré les détester. Et en ce qui concerne ce tome en particulier qui en fait équivaut au tome 3 et donc à la fin de cette première trilogie, j'ai un petit peu moins aimé ma lecture. Alors pas non plus de façon extrême parce que j'ai quand même mis 4 ou 4 sur 5, 4 ou 4,5 sur 5, pardon, je me disais bien, il y avait un problème dans ce que je disais, mais je l'ai un petit peu moins aimé que le tome 2 dont j'avais vraiment adoré tout ce qui s'était passé, j'avais adoré le rythme, j'avais adoré tous les personnages, mais dans ce tome, ce qui m'a un petit peu plus chagrinée entre guillemets, c'est qu'on retrouve moins tous ces personnages en fait, on est avec Fitz vraiment de A à Z, et comme il a beaucoup moins d'interactions avec certains personnages, eh bien on se retrouve très seul avec lui, et même si j'adore le suivre, j'avoue que certains personnages m'ont un petit peu manqué dans cette histoire. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même quelques longueurs dans ce livre, il est quand même beaucoup plus gros que les deux autres, parce que les deux autres font en fait la même taille que ce tome là, même si au final les longueurs c'est pas quelque chose qui m'a vraiment gênée énormément, parce que j'aime tellement cette histoire que j'adore rester plongée longtemps avec Fitz, avec Œil de Nuit et leurs aventures. Bref, je l'ai peut-être un tout petit peu moins aimé, mais ça reste une très bonne lecture. Et au niveau de la conclusion, j'ai trouvé certains points hyper intéressants. J'ai bien aimé tout le concept qu'il y avait derrière. En revanche, il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens et qui sont un petit peu frustrantes du coup. Mais voilà, c'est le premier cycle du Royaume des Anciens. Il y a bien d'autres tomes et du coup, il y aura bien d'autres occasions d'avoir des réponses à toutes ces questions. Donc vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Et après ce tome là, plutôt que de commencer le second cycle de l'Assassin Royal, eh bien je vais entamer les Aventuriers de la Mer, puisque c'est l'ordre idéal pour éviter de te faire spoiler. On va repartir maintenant dans l'ordre plus ou moins chronologique, hein. Je vais prendre comme ça vient. Le premier livre, le second du coup, le second livre que je vous présente, il s'agit du livre de M de Peng Shepherd. C'est un SP que Albin Michel m'a gentiment envoyé. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Dans cette histoire, en fait, il y a un phénomène un petit peu bizarre qui va décimer un peu la population. C'est une épidémie, une maladie, on ne sait pas trop exactement, mais en gros, quand une personne est atteinte par ce phénomène, elle va perdre son ombre et petit à petit, elle va oublier ses souvenirs, mais aussi des concepts importants comme par exemple parler, marcher, lire, etc. Et du coup, voilà, les personnes atteintes vont quand même devenir un danger public et vont potentiellement se tuer eux-mêmes parce qu'ils vont avoir plus aucune conception de rien du tout. Quand on commence le livre, il y a plusieurs points qu'on comprend pas trop, on est un petit peu dans le flou. Moi personnellement j'adore ça, j'adore partir d'un point de départ totalement bizarre, dont je ne comprends absolument rien, mais qu'au fur et à mesure, toutes les pièces s'emboîtent comme un puzzle. C'est un petit peu ça dans ce livre, et en ce qui concerne tout le fantastique autour de l'oubli. Donc voilà, faut savoir ça, il faut pas avoir peur de rien comprendre au début.
Il faut aussi pas avoir peur des longueurs parce qu'il y en a par moment, sachant qu'on a plusieurs points de vue, forcément comme ça, ça s'alterne, et bien les histoires avancent quand même moins vite puisqu'il faut en avancer plusieurs en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Et du coup, au niveau de cette lecture, on commence à un moment où l'épidémie est déjà bien en place, mais grâce à certains personnages, on va comprendre tout ce qui est arrivé au fur et à mesure. On a plusieurs points de vue, et notamment le point de vue de Max, qui est vraiment celui que je préfère, parce qu'en fait, Max, au début du livre, elle perd son ombre, et du coup, on va voir toutes les étapes par lesquelles elle va passer, et je trouve ça super intéressant. On a aussi le point de vue de Ori, qui est en fait le mari de Max, et qui va partir à sa recherche. Et on va le voir vraiment dans toute cette quête, cette peur de perdre sa femme, de pas savoir ce qu'elle est devenue. C'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très touchant. À côté de ça, on suit encore d'autres personnages et on va avoir une vision assez globale du coup de ce qui se passe tout en restant en Amérique, parce que vraiment tout se situe en Amérique, même si on a un petit peu des visions sur d'autres pays, surtout quand on nous décrit le début de cette maladie, de ce phénomène. Mais en tout cas, ce post-apo a vraiment su me convaincre, et surtout cette fin. Cette fin m'a complètement retourné le cerveau, franchement je l'ai pas vu venir et j'ai adoré. Je m'y attendais absolument pas, ça a été vraiment un choc au moment de cette révélation finale. Et j'ai adoré, franchement ça a step up mon avis sur ce livre. Je crois que je lui ai mis 4,5 d'ailleurs, parce que vraiment j'ai adoré, c'était pas non plus un coup de cœur, mais c'était pas loin, et c'est vrai que ce petit retournement de situation à la fin, eh bien autant vous dire que vraiment il a su me convaincre et me donner très très envie de découvrir les autres livres de cette autrice, tout en sachant en plus que ce livre c'est son tout premier roman. Du coup voilà, je suis d'autant plus impressionnée par le talent de cette autrice. Est-ce qu'on parlerait pas maintenant de livres qui fâchent? Allez, on va se débarrasser de ça et repartir sur des meilleures lectures ensuite. Je vais donc vous parler du Courage de l'arbre de Léa Farr-Eisen. Je sais pas si je le prononce bien, désolée si c'est pas le cas. C'est là encore un SP de Albert Michel, et autant j'ai adoré le livre de M comme je viens de vous le dire, autant celui-ci c'est une lecture beaucoup plus mitigée, voire un non total. Je m'explique. Ça partait vraiment très très bien dans ce livre, puisqu'on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle, on va suivre Tira qui se trouve dans un univers un petit peu particulier, qui est à très grande échelle et dont tout ce qui est technologie connectée est ultra développé. Elle a ce qu'on appelle un imago, et c'est le cas de tout le monde, c'est une espèce d'avatar virtuel, et ils sont en permanence connectés les uns aux autres. Tout ce côté connecté, c'était ultra intéressant, surtout que Tira, dans ce début du livre, on voit qu'elle essaye un petit peu de prendre du recul vis-à-vis de ça et d'essayer d'être un petit peu plus dans la réalité. Malheureusement, si on parle uniquement de l'histoire de ce livre, ce que je vais faire pour l'instant, ce point-là n'a pas été développé comme je m'y attendais, puisque à partir d'un certain événement marquant pour l'héroïne, eh bien je trouve que ça passe totalement à côté. On commence à entreapercevoir plein de sujets différents, mais aucun n'est vraiment abordé à fond. Et certains même sont totalement inutiles à l'histoire. Il y a tout un passage dans ce livre qui au final ne sert à rien, puisqu'en fait toute la réflexion qui découle de cette partie de l'histoire et qui fait avancer l'intrigue aurait très bien pu être découverte d'une autre façon. Et du coup c'était juste un prétexte pour moi pour amener un certain sujet, et en plus de façon très bancale. Pourquoi très bancale? Parce qu'en fait ce qui est le plus problématique dans ce livre, c'est pas vraiment son histoire, parce que moi j'ai pas hyper accrochée à l'histoire, en tout cas à partir d'un certain point, parce qu'au début j'étais vraiment emballée, mais je pense vraiment que l'histoire en soi peut plaire. Mais il y avait d'autres points dans ce livre qui m'ont dérangée, et il s'agit de sexisme, parce qu'il est hyper présent dans ce livre. Il y a pas mal de descriptions sexualisantes, surtout au début. Je trouve que vers la fin il y en avait peut-être moins, et encore peut-être que j'y faisais plus attention, et s'il y avait eu que ça m'aurait pas dérangé. Mais au début de l'histoire, il y a un événement marquant entre deux personnages, une agression.
Il y a une agression, on peut le dire carrément, il y a une agression qui se fait, Thyra se sent agressée et du coup elle ne veut plus parler à ce personnage, sauf que les événements de l'histoire font qu'elle va devoir retourner voir ce personnage et la façon dont c'est géré par la suite m'a énormément dérangée puisque la femme et son agression et sa réaction est complètement culpabilisante dans le livre, c'est la faute de la femme et l'homme lui derrière il attend juste des excuses alors qu'au final c'est lui qui s'est mal comporté, c'est lui qui a agressé Thyra donc non en fait, non. Et il y a un autre moment dans l'histoire où il aurait pu aussi avoir un petit moment de rédemption, comprendre son erreur etc. mais pas du tout. Il y a d'autres choses encore mais je peux pas trop vous en dire sans vous en spoiler mais vraiment toute la façon dont cet événement a été géré par la suite est dérangeante. C'est pas l'événement en soi parce que l'agression en soi ça aurait pu être un bon moyen justement de dénoncer les dérives de cette connectivité vraiment parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver facilement dans ce monde-là et à plusieurs personnes et ça aurait pu être vraiment un très bon point pour dénoncer, mais ça n'a pas du tout été le cas et du coup vraiment l'agression est banalisée dans ce livre et c'est hyper dérangeant, c'est la faute de la femme, c'est elle qui culpabilise de sa réaction, c'est elle qui s'excuse et c'est juste pas possible, surtout pour un texte qui date de 2022. Voilà pour ce qui est de ce livre, je vais peut-être me prendre les foudres de certains parce que j'ai vu quasiment que des bons avis passer sur Insta, mais pour ma part je l'ai lu en lecture commune avec plusieurs personnes et on était tous du même avis, voire il y en a pas mal qui l'ont abandonné et je fais partie un peu des seuls qui ont été jusqu'au bout. Donc voilà pour ce livre, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ensuite ? Eh bien ensuite j'ai lu le livre de colis de M.R. Carré et là autant vous dire que ce livre là en revanche c'est un coup de cœur. Donc dans ce livre on va suivre Collie qui nous raconte son histoire qui se déroule bien des années après la nôtre mais vraiment dans un futur très lointain puisque notre société a eu le temps de vraiment se développer encore plus, d'acquérir encore plus de connaissances mais ensuite un événement un peu fâcheux, hein, une guerre on peut le dire, a eu lieu et la société a ensuite régressé, que ce soit en termes de nombre ou en termes de capacité, ils ont perdu beaucoup de connaissances et du coup Collie dans son petit village de 200 âmes comme il le dit, eh bien il ne souhaite qu'une chose, c'est devenir rempart, un statut un petit peu particulier dans son village. Il s'agit en fait de devenir un petit peu le gardien du village, mais pour pouvoir être rempart, en fait, il faut arriver à réveiller les techs des anciens, qui sont des technologies un petit peu mystifiées dans le livre, en tout cas au début. Je vous laisserai découvrir ce qu'il en est exactement. Et en parallèle de cette société qui a régressé, la végétation, elle, a énormément évolué et est devenue très hostile. Autant vous dire, on se promène pas dans la nature comme ça, tranquille quoi. C'est vraiment le gros stress parce qu'on risque de mourir à chaque instant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce livre et premièrement, la narration très particulière qui peut perturber au début mais dont on s'y fait assez facilement. Enfin, en tout cas, moi je m'y suis fait très très vite et j'ai très vite eu cette sensation d'immersion dans l'histoire puisque c'est Collie qui nous raconte tout ce qui lui est arrivé, mais comme la civilisation a un peu régressé comme je vous l'ai dit, la parole, le langage a lui aussi régressé et ça se ressent à travers le texte, à travers Collie qui nous raconte de façon hyper parler son histoire. Il y a de la négation par moment en moins, il y a des mots qui ont évolué, par exemple conseil qui est devenu, enfin conseil du coup qui est devenu conseil, avril qui est devenu avril, etc. On voit qu'il y a une évolution de langage et du coup toute cette évolution de langage je la trouve hyper intéressante parce que forcément vu que l'histoire se passe bien des années après la nôtre, il y a forcément une évolution et on ressent en fait on ressent un peu le manque de connaissances, toute cette perte de savoir qui s'est passée au fur et à mesure des années. Et je vais me répéter, mais je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment adoré donc ce côté-là qui m'a vraiment immergée encore plus dans l'histoire. J'ai forcément adoré tout ce qui concerne l'histoire en elle-même, hein. J'ai vraiment adoré toutes les péripéties que Collie a vécues, mais ce qui aussi m'a marqué et ce qui m'a donné envie de continuer à chaque fois, c'est déjà ces chapitres courts qui facilitent un rythme assez rapide de lecture et aussi tous ces petits suspens que l'auteur adore nous mettre en fin de chapitre. Il manie vraiment ces petits moments de tension à la perfection. J'ai adoré ce rythme-là qui m'a vraiment
donné un entrain pour ma lecture. J'ai aussi adoré les personnages, je me suis attachée à Collie, je me suis attachée à Ursula et surtout à Monono, vraiment. J'ai adoré ce personnage, je vous dis pas qui elle est, je vous laisse découvrir parce que vraiment je l'aime trop ce personnage, elle est trop drôle, elle m'a fait rire bien des fois et pourtant on n'est pas dans un univers vraiment hyper joyeux, mais voilà. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour ce livre parce que je pense que j'en ai déjà dit assez et que je suis en train d'un petit peu de me perdre. Donc voilà pour le livre de Collie. Je suis d'ailleurs actuellement en train de lire le tome 2. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. Et voilà. Ensuite, dans le cadre de la lecture commune de Pepper Palace pour son Patreon, j'ai lu donc Les Oiseaux du Temps de Amal El-Motar et Max Gladstone, voilà, j'y arrive. C'est un livre auquel je pense que je ne me serais jamais attardée si c'était pas la LC de Pepper, tout simplement parce que j'avais entendu des avis à la fois dithyrambiques mais aussi des avis très mitigés, voire complètement négatifs sur ce livre, et du coup ça me donnait pas trop envie de m'attarder dessus. Mais pour l'occasion, je me suis dit let's go, c'est le moment, si je le lis pas là, c'est sûr que je le lirai jamais, alors autant essayer de sortir de sa zone de confort, de profiter de cette LC pour découvrir cette histoire. Et ça a été une lecture pas mauvaise, mais pas non plus exceptionnelle, quoi. Pourtant ça a démarré vraiment très bien parce que là aussi on rentre dans une histoire sans vraiment trop en savoir, c'est très mystérieux, mais en même temps, moi, tout ce côté-là, comme je vous disais plus tôt, j'adore ne rien comprendre au début et comprendre au fur et à mesure. Avant d'en dire plus, je vais quand même vous faire un petit résumé. Ici, on suit Rouge et Bleu qui sont deux combattantes ennemies qui s'affrontent dans une guerre temporelle. Je sais pas trop comment l'appeler, mais voilà, ils parcourent le temps de façon par-ci par-là, je sais pas trop comment décrire ça. Et de fil en aiguille, elles vont commencer à entretenir une correspondance entre elles. Et on va suivre en fait toute l'évolution de cette correspondance. C'est un récit quand même très poétique. La plume est hyper belle, hyper recherchée. Et vraiment, ce côté-là peut être à la fois très agréable et très frustrant parce que autant il y a certains passages que j'ai beaucoup aimés, autant c'était parfois beaucoup trop complexe pour moi. Et c'est en ça aussi que cette lecture a été un petit peu plus mitigée parce que c'était par moments trop difficile de compréhension pour moi. Du coup, ça rendait les choses d'autant plus frustrantes parce que j'avais envie d'apprécier. Mais d'un côté, cette barrière de difficulté m'empêchait de vraiment apprécier le texte à sa juste valeur. Ce qui m'a aussi un petit peu dérangée dans ce livre, c'est toutes les références qu'il peut y avoir. J'ai senti qu'il y en avait beaucoup. Malheureusement, je ne suis pas assez cultivée pour avoir tout compris et c'était ultra frustrant de pas pouvoir tout comprendre, même si c'est pas forcément nécessaire à l'histoire, hein, mais j'aurais aimé pouvoir vraiment décoder un petit peu toutes ces références. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment un livre qui est riche et qui s'apprécie d'autant plus quand on a toutes ces références. Ça fait beaucoup le mot référence, je suis désolée. Je pense que quand on peut voir tous ces petits détails dans le livre, on va d'autant plus l'apprécier. Mais voilà, c'était pas trop mon cas. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire, tout le concept de guerre temporelle, tout le mystère de la fabrication des lettres que s'envoyaient Rouge et Bleu. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais très envie d'en savoir plus sur cet univers qui était pour moi le gros point fort de cette histoire. Malheureusement, j'aime bien aussi avoir des réponses et là, on est clairement dans un flou jusqu'au bout. On se concentre en fait sur l'histoire de Rouge et de Bleu et tout le contexte, tout le background de l'histoire, eh bien, reste en suspens. Mais voilà, du coup, un petit côté là encore frustrant parce que j'aurais vraiment aimé en savoir un petit peu plus sur les deux camps, sur le pourquoi du comment exactement ils se faisaient la guerre. J'avais mes petites hypothèses, mais j'ai pas pu savoir si mes hypothèses étaient bonnes ou pas, puisqu'on n'a aucune réponse là-dessus. Donc voilà, il faut pouvoir accepter d'être dans un flou total en ce qui concerne
tout le world building, on va dire, de cette histoire. Et si jamais vous arrivez à faire abstraction à ça, vous allez réellement pouvoir profiter de cette histoire d'amour entre rose et bleu. Bref, ce livre dégage quand même une grande beauté que j'ai beaucoup appréciée, même si j'ai été frustrée à côté. Donc voilà, une découverte quand même sympathique, mais à double tranchant, on va dire. J'ai enchaîné ensuite dans un... non, pas dans un genre totalement différent, puisque ça reste de la SF, mais l'histoire en elle-même est totalement différente. Il s'agit du tome 3 de Journal d'un Assassin de Martha Wells, qui est donc Cheval de Troie. Dans cette histoire, on suit toujours l'Assassin, un robot un peu émancipé, puisqu'elle ne répond plus aux ordres, et qui est un petit peu particulière dans sa façon d'être, pour un robot en tout cas, puisque son activité principale, c'est de binger des séries, même si à l'origine, c'est un robot qui est créé pour assurer la sécurité des gens, potentiellement tuer les ennemis et tout et tout. Mais à côté de ça, voilà, sa grande passion, c'est les soap-opéras. Du coup, dans ce tome 3, je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais en gros, on a un petit peu le même schéma que dans le tome 1 et dans le tome 2. On suit donc l'Assassin dans une mission qu'elle n'a pas spécialement voulu à l'origine, mais que finalement elle va accepter entre guillemets. Et du coup, il va y avoir toute cette petite intrigue dans cette novella, dont la résolution va clôturer le livre, l'histoire, mais va nous permettre en même temps de continuer l'intrigue fil rouge de cette saga, puisque vraiment c'est en deux histoires en fait. Il y a l'histoire du tome et il y a l'histoire qui relie tous les tomes. Voilà en gros pour ce livre, ça reste une histoire sympathique que j'aime beaucoup, qui se lit très bien, très vite. Ça fait plaisir, ça fait une petite pause parmi d'autres lectures. Voilà, une lecture agréable. J'ai ensuite lu, dans le cadre d'une LC du Galactic Book Club, Brest de guerre de Gareth L. Powell. Dans cette histoire, on va suivre un équipage qui fait partie d'une société, d'une association, je sais pas trop comment c'est nommé exactement, mais en gros, le but de la maison de récupération, c'est d'aller secourir les vaisseaux naufragés dans l'espace. Et l'équipage en particulier qu'on va suivre est un équipage qui était des soldats pendant une guerre qui a été très courte, mais qui a été très dévastatrice. Du coup, ils ont tous un petit background. C'est ce qui est censé rendre les personnages intéressants. Je dis bien, c'est ce qui est censé, parce qu'au final, je les ai trouvés assez plats. Pourtant, il nous est quand même dit à l'arrière de ce livre qu'il y a des personnages hauts en couleur. Eh bien, c'est un peu une de mes déceptions de ce livre. C'est que je les attends toujours, ces personnages hauts en couleur, et en particulier le vaisseau qui se nomme Chien à problème, qui est contrôlé par une intelligence artificielle dont le caractère est censé être celui d'une adolescente. Mais je vois pas du tout en quoi elle a un caractère d'adolescente dans ce livre, ce qui est vraiment dommage parce que ça aurait pu être hyper intéressant et hyper drôle. Mais je l'attends toujours en fait. Je l'attends toujours, ce caractère adolescente, ces crises d'ado. Vraiment, j'ai pas du tout eu ce ressenti-là pendant ma lecture. Et en ce qui concerne les autres personnages, c'est pareil, j'ai trouvé leur personnalité pas assez poussée, pas assez développée, pas assez haut en couleur, comme c'est dit dans la 4e de couverture. Ce qui est dommage parce qu'en plus, c'est principalement des personnages féminins et ça, je trouvais que c'était quand même un point assez positif. Au niveau de l'histoire, ça démarrait plutôt bien puisque le rythme était quand même assez soutenu avec des chapitres courts, des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, des révélations qui donnaient envie de continuer. Malheureusement, j'ai trouvé que le rythme a très vite changé et que les longueurs ont commencé à s'installer. Je vous l'ai même pas dit, mais en fait, au niveau de l'histoire, donc on suit l'équipage qui part essayer de secourir un paquebot et essayer de sauver les personnes qui potentiellement sont encore en vie. Et je pensais qu'on allait arriver beaucoup plus rapidement à ce paquebot, à cet immense vaisseau qui s'est échoué sur une planète. Mais au final, c'est très long à arriver. On est toujours dans cette phase de préparation, de voyage vers ce paquebot qui est très long et qui devient vraiment trop long. Donc j'avais envie d'arrêter ma lecture au bout d'un moment, mais pareil, il me restait pas tant que ça, et puis ça me permettait quand même de gagner des points pour un challenge. Du coup j'ai poussé jusqu'au bout. J'ai quand même réussi à me replonger vraiment dans l'histoire quand l'action a commencé à enfin arriver. Mais voilà, c'est une trilogie et je pense pas que je continuerai à lire la suite, d'autant plus qu'en fait ce premier tome se suffit à lui-même, donc ça me donne encore moins de raison de vouloir continuer. Mais voilà.
trop de longueur et trop déçue au niveau des personnages. Et la dernière lecture de ce mois-ci, il s'agit de The Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Il a été traduit en français, mais je sais plus exactement le titre, je crois que c'est un truc du genre les hommes virils lisent de la romance. Un truc du genre, je vous mettrai la couverture. J'attendais beaucoup de ce livre. Je suis pas très romance, mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai tellement eu un gros coup de cœur pour Campus Drivers, qui est une rom-com où j'ai énormément rigolé, que j'avais envie de retrouver cette ambiance et de rire autant dans une lecture rom-com, quoi. Et j'ai cru que j'allais trouver ça avec ce livre parce que beaucoup en fait l'ont encensé, ont dit qu'il était extra drôle. Je m'attendais donc à vraiment rigoler à fond pendant ma lecture. Malheureusement ça n'a pas été le cas, même si l'histoire de base est super intéressante parce qu'ici en fait on va suivre Gavin, je crois que c'est ça, Gavin, pardon. On va suivre Gavin qui, dès le début de l'histoire, en fait, a des problèmes avec sa femme puisqu'elle veut demander le divorce. Et donc son but, ça va être de la reconquérir et pour ça, il va faire partie d'un book club un peu particulier, d'un book club de mecs qui lisent de la romance écrit et imaginé par les femmes et pour les femmes, dans l'optique d'en apprendre plus sur elles, sur leur façon de penser, sur leur façon de voir les choses et d'essayer de mieux les comprendre et du coup de mieux se comporter. Donc là vraiment de ce point de vue là et du point de vue de ce résumé, je m'étais dit que c'était l'occasion à plein de situations drôles qui pouvaient être amenées au cours de cette histoire. Malheureusement, même s'il y a quelques situations cocasses dedans qui m'ont bien fait sourire, eh bien j'ai pas rigolé autant que je l'aurais pensé. Vraiment, là-dessus, ça a été un peu la déception, on va dire, même si l'histoire, en règle générale, reste vraiment sympathique et j'ai vraiment beaucoup aimé me plonger dans cette romance un petit peu particulière. Voilà, j'ai quand même aimé ma lecture, mais sachez qu'il n'est pas aussi drôle que certains peuvent le prétendre, en tout cas de mon point de vue. Donc voilà, je continuerai quand même la suite parce que j'ai quand même passé un très bon moment avec Gavin et j'ai hâte, je crois que c'est Mac ensuite, ouais, et j'ai hâte d'en savoir plus sur les autres personnes de ce book club un petit peu particulier, même si apparemment le tome 2 est le moins bon, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, un petit peu déçue en ce qui concerne le côté drôle de l'histoire, mais ça reste néanmoins une très très bonne lecture. Et bien voilà, je crois que je vous ai parlé de toutes mes lectures de ce mois-ci. J'espère que c'est pas trop fouillis parce que vraiment j'ai eu du mal aujourd'hui. Je crois que faire un point sur 8 lectures c'est trop long, donc j'essaierai de trouver une autre façon de faire à mon avis parce que c'est épuisant, vraiment c'est épuisant. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!